1219. À l'horizon des steppes, une armée s'avance comme une mer sans fin. 150 000 cavaliers, rapides comme le vent, implacables comme la foudre. Face à eux, 200 000 soldats défendant des cités riches et puissantes, persuadés que leurs murailles sont indestructibles. Ce choc titanesque ne sera pas une simple guerre. C'est le prélude d'un cataclysme qui effacera des royaumes entiers et fera naître le plus vaste empire de l'histoire humaine. Voici le commencement. Au début du XIIIe siècle, l'empire du Khwarezm étendait son autorité de la mer Caspienne jusqu'aux rives de l'Indus. Puissant, riche des routes commerciales de la soie, il se voyait comme un rempart entre l'Orient et l'Occident. Son souverain, le Shah Muhammad II, régnait sur un territoire vaste mais fragile. Des cités brillantes comme Samarcande et Boukhara, mais aussi des provinces éloignées, difficiles à contrôler. À l'est, cependant, montait une force que rien ne semblait pouvoir arrêter. Les cavaliers mongols, forgés dans la dureté des steppes, avaient déjà soumis les royaumes de la Chine du Nord. Gengis Khan, maître absolu d'un peuple unifié par la guerre, cherchait désormais de nouvelles terres, de nouveaux ennemis, de nouveaux horizons à conquérir. Pour lui, la guerre n'était pas seulement une nécessité, c'était une mission quasi divine. Le premier contact entre ces deux mondes aurait pu être pacifique. En 1218, Gengis Khan envoya une caravane de marchands vers le Khwarezm. Le commerce, pensait-il, serait la passerelle entre ces steppes et les cités prospères de l'Ouest. Mais à Otrar, l'un des gouverneurs du Shah fit arrêter les émissaires mongols, les accusa d'espionnage et fit exécuter plusieurs d'entre eux. L'outrage était immense. Gengis Khan envoya alors une délégation diplomatique, 3 ambassadeurs porteurs de messages de paix et de demandes de réparation. Mais le Shah, fier et méfiant, fit exécuter l'un d'eux, mutiler les autres avant de les renvoyer. C'était plus qu'une insulte, c'était une déclaration de guerre. Dans les steppes, la décision fut prise. L'affront ne pouvait rester impuni. Les tambours résonnèrent, les arcs furent bandés. L'orage mongol allait déferler sur l'empire du Khwarezm. L'hiver 1219 passa, et avec le printemps, les plaines d'Asie centrale résonnèrent du galop des chevaux mongols. Gengis Khan avait rassemblé une armée impressionnante. Environ 150 000 cavaliers, disciplinés, redoutables, chacun entraîné à l'art de tirer à l'arc en plein galop. Contrairement aux armées sédentaires, cette force était une tempête mobile, une entité vivante qui se déplaçait aussi vite que le vent. Les Mongols n'étaient pas simplement des guerriers, ils étaient le produit d'une culture forgée par la survie. Chaque cavalier portait plusieurs chevaux, changeant de monture afin de ne jamais épuiser une bête. Ils pouvaient parcourir 100 km en une journée, traverser déserts et montagnes, frapper où on ne les attendait pas. La discipline était implacable. Un soldat qui abandonnait son poste était exécuté. Mais cette rigueur donnait aux armées de Gengis Khan une cohésion que peu d'empires sédentaires pouvaient égaler. Face à eux, l'empire du Khwarezm pouvait mobiliser près de 200 000 hommes. Sur le papier, les chiffres semblaient favorables au Shah. Ces cités étaient riches, protégées par de puissantes murailles, ces arsenaux remplis d'armes, ces marchés foisonnants de ressources. Samarcande, Boukhara, Urjanch, autant de joyaux qui semblaient imprenables. Mais la force du Khwarezm résidait dans ses forteresses, et c'était aussi sa faiblesse. Ses troupes étaient éparpillées, assignées à défendre chaque cité. Son armée manquait de mobilité et surtout d'unité de commandement. Le Shah Muhammad II, malgré son pouvoir, n'avait pas le génie militaire d'un stratège. Méfiant, colérique, il craignait autant ses gouverneurs que l'ennemi. Les rivalités internes minaient l'efficacité de ses généraux. Tandis que Gengis Khan pouvait donner un ordre et voir son armée entière se mouvoir comme un seul organisme, le Shah devait composer avec l'indiscipline, la peur et les ambitions personnelles. Les espions mongols, habiles et organisés, sillonnèrent déjà les routes du Khwarezm avant l'invasion. Ils connaissaient les failles des fortifications, la disposition des garnisons, les rivalités locales. Gengis Khan, avant même de tirer sa première flèche, connaissait mieux l'ennemi que l'ennemi ne le connaissait lui-même. Ainsi, au printemps 1219, la machine de guerre se mit en marche.
Les bannières claquaient au vent, les tambours de guerre battaient par le rythme des chevaux. Les cités du Khwarezm se préparaient à résister derrière leurs murs, sans savoir qu'elles s'apprêtaient à affronter une armée qui ne se battait pas seulement avec des armes, mais avec la vitesse, la ruse et la terreur. L'été 1219 marqua le début de l'orage. La première cible fut Otrar, la cité qui avait osé défier le Khan en massacrant ses émissaires. Gengis Khan ne pouvait choisir meilleur symbole pour ouvrir sa campagne. La ville, solidement fortifiée, croyait pouvoir résister. Mais les Mongols savaient que la guerre des sièges était une affaire de patience et de ruse. Ils encerclèrent Otrar, coupant ses routes et ses points d'eau. Les engins de siège, importés des traditions chinoises, furent déployés, catapultes, balistes, machines à projeter des pierres enflammées. Pendant 5 mois, le tonnerre des projectiles s'abattit sur les murailles. La faim, la peur et la trahison firent le reste. Quand les portes cédèrent enfin, les cavaliers mongols se déversèrent dans la cité. Le gouverneur, coupable de l'affront initial, fut capturé et exécuté. Le message était clair. Quiconque insultait Gengis Khan serait anéanti. Mais Otrar n'était qu'un prélude. En 1220, l'armée mongole fondit sur Boukhara. La cité joyau du monde islamique, riche en madrassas et en marchés, pensait être imprenable derrière ses remparts. Mais la rapidité de l'assaut la prit de court. Les troupes khwarezmiennes, désorganisées, furent balayées. Le 10 mars 1220, Gengis Khan entra dans Boukhara. Devant la mosquée principale, il réunit la population terrifiée. Il monta sur la chaire et, d'une voix implacable, prononça des mots restés célèbres. « Je suis le châtiment de Dieu. Si vous n'aviez pas commis de grands péchés, il n'aurait pas envoyé un tel châtiment sur vous. » Jamais une telle scène n'avait marqué les esprits avec autant de violence. La guerre n'était plus seulement une affaire de conquête. Elle devenait une démonstration cosmique de puissance. Après Boukhara, ce fut le tour de Samarcande, la capitale resplendissante du Khwarezm. Le Shah Muhammad II avait rassemblé près de 40 000 hommes pour défendre la ville. Mais Gengis Khan utilisa la ruse. Il fit attaquer par vagues successives, feignant la retraite, attirant les défenseurs hors des murs pour ensuite refermer le piège. Les éléphants de guerre, rares mais impressionnants, furent mis en avant par le Shah pour terrifier les Mongols. Mais face aux flèches enflammées, les bêtes s'affolèrent, écrasant leurs propres troupes dans le chaos. Quand les portes tombèrent, Samarcande fut livrée à la tempête. Les artisans et savants furent déportés vers la Mongolie, les autres subirent le feu et l'épée. En moins de 2 ans, les plus grandes cités du Khwarezm s'effondrèrent. Ce qui paraissait jadis invincible devenait poussière sous les sabots des chevaux mongols. Le cœur de l'Empire battait encore, mais il saignait déjà à mort. La chute de Samarcande frappa l'Empire du Khwarezm comme un coup de tonnerre. Le Shah Muhammad II, abasourdi, comprit que son royaume glissait entre ses doigts. Plutôt que de rassembler ses forces pour une ultime résistance, il céda à la peur. Abandonnant ses cités et ses sujets, il prit la fuite vers l'ouest, espérant trouver refuge au-delà de la mer Caspienne. Sa fuite fut une errance misérable. Chaque ville qu'il quittait tombait peu après aux mains des Mongols. Son autorité s'évaporait à mesure qu'il fuyait. Ses gouverneurs, trahis par son absence, cherchaient chacun à sauver leur propre peau. Le peuple, livré à lui-même, voyait en Gengis Khan non seulement un conquérant, mais un châtiment envoyé par le ciel. En décembre 1220, le Shah atteignit l'île d'Abaskoun, sur la mer Caspienne. Malade, épuisé, il mourut dans l'oubli, solitaire, haï de ses sujets, méprisé de ses ennemis. Ainsi se termina le règne d'un souverain qui avait sous-estimé l'ennemi et détruit son empire par sa propre faiblesse. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Jalal ad-Din, le fils du Shah, refusa de se soumettre. Âgé d'à peine 20 ans, il prit la tête des restes de l'armée khwarezmienne. Si son père avait fui, il lui choisit de combattre. En 1221, près de la ville de Parwan, il remporta une victoire éclatante contre un corps mongol. Pour la première fois, les cavaliers de Gengis Khan connurent dans la défaite. La nouvelle se répandit comme une flamme dans les ruines de l'Empire. Peut-être que la résistance n'était pas vaine. Jalal ad-Din devint un héros, un dernier espoir. Mais l'illusion ne dura pas.
Gengis Khan, furieux, marcha lui-même contre Jalal ad-Din avec une armée massive. La confrontation décisive eut lieu au bord de l'Indus, en novembre 1221. Les Khwarezmiens se battirent avec courage, mais la supériorité mongole était écrasante. L'armée de Jalal fut dispersée. Dans une scène restée légendaire, le jeune prince, refusant de se rendre, lança son cheval dans les eaux tumultueuses du fleuve et parvint à s'échapper de l'autre côté. Gengis Khan, admirant ce courage, déclara à ses hommes « Un père lâche a engendré un fils héroïque. » Mais la résistance était brisée. L'empire du Khwarezm n'était plus qu'un souvenir, balayé en à peine 2 ans par la tempête des steppes. La chute du Khwarezm fut plus qu'une victoire militaire. Ce fut un séisme géopolitique. En moins de 2 ans, un empire prospère, qui se croyait invincible, avait disparu des cartes. Les routes commerciales qui reliaient l'Orient et l'Occident étaient désormais entre les mains des Mongols. Les caravanes qui autrefois payaient tribut aux chahs versaient désormais leur or aux khan des steppes. Le monde islamique fut frappé de stupeur. Boukhara et Samarcande, cités symboles de savoir et de spiritualité, gisaient en ruine ou sous la domination des envahisseurs. Les califes de Bagdad, les sultans d'Anatolie, les princes de Perse observaient avec effroi cette armée qui, venue des confins, avait détruit en un éclair ce qu'ils pensaient être une forteresse imprenable. Mais Gengis Khan n'était pas seulement un conquérant par l'épée. Il comprit que pour dominer durablement, il fallait absorber et utiliser. Les artisans de Samarcande furent envoyés en Mongolie pour enrichir ses capitales. Les scribes, les savants, les médecins furent intégrés à son empire. Les routes de la soie, une fois sanglantes, devinrent de nouvelles artères de richesse et de pouvoir sous sa domination. Pour les peuples de la région, la terreur demeurait. Les récits de cavaliers surgissant du désert, frappant avec une rapidité démoniaque avant de disparaître, se répandirent comme des légendes cauchemardesques. Des villages entiers fuyaient à la seule rumeur de leur approche. La guerre psychologique devenait une arme à part entière, aussi redoutable que les flèches et les sabres. En Occident, les premiers échos de cette tempête commencèrent à circuler. En Europe, on parlait de cavaliers démoniaques, envoyés par Dieu pour punir les pécheurs. Personne encore ne mesurait que ce n'était que le début, car après la chute du Khwarezm, les armées mongoles ne s'arrêtèrent pas. Elles franchirent sur les montagnes de Perse, avancèrent vers le Caucase, puis vers la Russie, et bientôt jusqu'aux plaines de l'Europe centrale. Le Khwarezm n'avait été qu'un premier acte, mais il avait révélé au monde une vérité terrifiante. Aucune forteresse n'était assez solide, aucun empire assez grand pour résister à la tempête mongole. En 1221, lorsque les derniers soldats du Khwarezm s'éparpillèrent comme des ombres dans les montagnes de Perse, l'histoire venait de changer de cap. L'empire qui dominait les routes de la soie avait été balayé, et à sa place s'élevait une puissance nouvelle, inconnue jusque-là dans son ampleur, l'empire mongol. Pour Gengis Khan, cette victoire n'était qu'une étape. Elle ouvrait les portes de l'Iran, de l'Afghanistan, puis de tout le Moyen-Orient. Bientôt, ses généraux franchiraient les montagnes du Caucase, écraseraient les principautés russes, et quelques décennies plus tard, ses descendants porteraient le feu jusqu'aux frontières de la Hongrie et de la Pologne. Mais l'héritage de cette conquête allait au-delà de la guerre. Elle transforma la géographie politique et économique de l'Eurasie. Les routes commerciales furent sécurisées sous le contrôle mongol. La Pax Mongolica permit aux caravanes de voyager de la Chine à l'Europe avec une rapidité et une sécurité inédites. Les échanges de savoir, de techniques, de cultures se multiplièrent. Dans la violence et la destruction naquit aussi un monde interconnecté, prémisse de la mondialisation. Pourtant, la mémoire du Khwarezm resta comme une cicatrice. Les récits de Samarcande en flammes, de Boukhara livrés aux cavaliers, de villages entiers rayés de la carte, hantaient l'imaginaire des peuples voisins. Les chroniqueurs musulmans y voyaient un châtiment divin, les Européens des présages apocalyptiques. La terreur mongole devint un langage universel. Et derrière tout cela, une figure restait implacable, Gengis Khan. Pour ses contemporains, il n'était pas seulement un conquérant. Il était l'incarnation du destin, le fléau de Dieu,
celui qui renversait les empires pour redessiner le monde. La campagne contre le Khwarezm fut donc plus qu'une victoire militaire. Elle fut le coup d'envoi d'une ère nouvelle, où la steppe imposa sa loi aux cités, où le sabre mongol ouvrit la voie à l'unification d'un continent. De 1219 à 1221, en l'espace de 2 ans, un empire avait disparu et un autre avait pris naissance. Et dans le fracas des sabots, un nouvel ordre mondial se dessinait. Un ordre forgé par le feu, le sang et la volonté d'acier d'un homme venu des steppes.